Cette série d'exercices contient 3 exercices essentiels qui sont en relation avec la dynamique, l'énergie et le travail de poids matériel. Commençons par l'exercice 1. Une particule se déplace dans le champ de force F est égal à 25 sur 6, Y porté par X, plus Z moins X porté par Y, plus 2Z carré moins X porté par EZ. Avec X, Y et Z, décrivant la trajectoire, sont donnés par X est égal à 3T, Y de T carré, Z est égal à T moins 2. On a 3 questions. La question A, calcule la puissance reçue par la particule à l'instant T. La deuxième, quelle est la position de la particule lorsque cette puissance est minimale. Et finalement, que vaut le travail fourni par le champ des forces entre T est égal à 0 et T est égal à 2 secondes. Donc commençons par la question 1. Donc on va calculer la puissance de la particule à l'instant T, reçue par la particule à l'instant T. Donc on sait que la puissance est égale au produit scalaire de la force et de la vitesse. Donc lorsqu'on fait le produit scalaire des composantes de la force fois celle de la vitesse, donc on aura la première fois la deuxième, puisque EX, EY, EZ, c'est une base orthonormée, donc le produit scalaire entre EX et EY est égal à 0, et de même X scalaire EZ est égal à 0. Donc on aura les seules composantes qui ne sont pas nulles, le produit qui n'est pas nul, donc c'est EX, EX, EY, EY, EZ, EZ. Donc on aura X.Fx plus Y.Fy plus Z.Fz. Maintenant, on va calculer la vitesse, les composantes de la vitesse à partir de X, Y et Z. Donc X est égal à 3T, alors X point est égal à 3, Y est égal à 2T carré, donc Y point est égal à CT, et de même Z est égal à T moins 2, alors on aura Z point est égal à 1. Fx est égal à 25 sur 6 fois Y, on remplace Y, donc on aura 25 sur 3 T carré, Fy c'est Z moins X, on remplace Z et X, on aura moins de facteur de T plus 1, Fz est égal à Z carré moins X, on remplace donc de T carré moins 5T, alors si on fait ce produit là, on aura la puissance est égale, donc la composante Fx fois X point, plus la composante Fy fois Y point, plus la composante Fz fois Z point, on aura 19T carré moins 19T plus 8 donné en watts. Question B. Quelle est la position de la particule lorsque cette puissance est minimale? Donc la puissance est minimale lorsque la tangente à la courbe donnant la puissance en fonction de temps est tangentielle. Elle est tangente à la courbe. C'est-à-dire que la dérivée de la puissance sur la dérivée de temps est égale à 0. Donc si on dérive la puissance par rapport au temps, donc on aura 19 facteur de 2t moins 1 est égal à 0, donc on aura 2t moins 1 est égal à 0, c'est-à-dire que t est égal à 0,5 secondes. On remplace t dans x, y et z, on aura le point 3,5, 1,5, moins 3,5. Donc c'est le point où la puissance est minimale. La dernière question, que vaut le travail fourni par le champ des forces entre t est égal à 0 et t est égal à 2 secondes? La relation quelle est la puissance au travail, c'est P est égal à la dérivée de travail par rapport au temps, donc on intègre pour avoir le travail entre ces deux instants T0 0 secondes et 2 secondes. Donc c'est l'intégrale de la puissance 19t carré moins 19t plus 8 dt entre 0 et 2 secondes, on aura 28,7 joules. Deuxième exercice plutôt. Une balle de golf de masse M est égale à 45 grammes tombe en chute
libre, donc elle est en chute libre, sans vitesse initiale, donc la vitesse à l'instant t est égale à 0 lorsqu'on lâche la balle, est égale à 0. De hauteur 10 mètres par rapport au sol, choisis comme référence les énergies potentielles, donc le référentiel des énergies potentielles c'est le sol. Quelles sont les hypothèses de modèle de la chute libre? Donc, quelles sont les hypothèses essentielles qu'on met pour avoir une chute libre? La chute libre, c'est-à-dire la seule force qui est appliquée sur la balle, c'est son poids. Donc, il a une accélération de la pesanteur. Que dire de l'énergie mécanique de la balle lors d'une chute libre? Deuxième question, quelle est la dimension de l'énergie, diminution de l'énergie potentielle de pesanteur de la balle entre la hauteur h et le sol? On déduire la variation de l'énergie cinétique de la balle. Quatrième question, calcule la valeur de la vitesse de la balle lorsqu'il arrive au sol. Donc pour la première question, donc les hypothèses de modèle de chute libre. Donc on a déjà vu dans le cours, lorsqu'on met en mouvement une balle quelconque dans un fluide, donc lorsqu'il est mis dans un fluide en mouvement avec la force de poids, il ressent une autre force appliquée par le fluide, qu'on a appelée la force de frottement de fluide. Cette force elle est proportionnelle à la viscosité de fluide. Dans ce cas-là, notre fluide c'est l'air. Il a une viscosité qui est très très faible. Mais même il y a des frottements qui sont appliqués par de l'air. Donc pour laisser une particule ou une balle animée seulement par la seule force qui est le poids, donc il a une accélération qui est celle de pesanteur G, donc on doit négliger cette force de frottement. Donc cette force de frottement elle a l'intention à freiner la balle lors de son mouvement de chute libre. Donc l'hypothèse qu'on doit faire c'est que la force de frottement doit être négligeable pour que la balle soit en chute libre. Que dire de l'énergie mécanique? Donc puisqu'il n'y a pas de dissipation d'énergie lors de la chute libre, donc la force de frottement est égale à 0, donc le mouvement est conduit par une force qui est conservative, alors l'énergie mécanique est constante. Donc il n'y a pas de dissipation d'énergie lors de la chute libre, donc l'énergie mécanique est constante. Deuxième question, quelle est la diminution de l'énergie potentielle de pesanteur de la balle entre la hauteur h et le sol? Donc on doit faire la différence entre les deux positions pour l'énergie potentielle. Donc la variation de l'énergie potentielle est égale à l'énergie potentielle à l'état final, c'est-à-dire au sol, moins l'énergie potentielle initiale, c'est-à-dire à la hauteur de 10 mètres lorsqu'on a lâché la balle. Donc c'est mg fois 0 moins mgh, donc l'énergie potentielle de pesanteur c'est m fois g fois z, l'altitude à ce point-là. L'état final, on est au sol qui est pris comme référence de l'énergie potentielle, donc c'est 0, moins mg fois h. Donc est égal à moins mgh, alors la variation de l'énergie potentielle c'est moins mgh, c'est moins 45,10 joules. Donc ajouter le G. Voilà. Troisième question, déduire l'apparition de l'énergie cinétique de la balle. Donc puisque l'énergie mécanique est constante et
la variation de l'énergie. Alors, la variation de l'énergie mécanique est égale à 0, est égale à la variation de l'énergie cinétique plus la variation de l'énergie potentielle. Alors, la variation de l'énergie cinétique, c'est moins la variation de l'énergie potentielle. Donc, c'est 4,41 joules. Quatrième question, calcule la valeur de la vitesse de la balle lorsqu'elle arrive au sol. Donc, c'est à partir de la variation de l'énergie cinétique. Donc, puisque l'énergie cinétique est à 1 demi mv carré, donc il faut ajouter un demi ici, donc 1 demi mv carré. Donc, la variation de l'énergie cinétique entre l'état final et l'état initial, c'est 1 demi mv carré à l'état final, c'est le sol, moins 1 demi mv carré lorsque la hauteur est égale à 10 mètres, est égale à 1 demi mv carré à l'état final, moins 0, puisqu'à l'état initial, on lâche la balle sans vitesse initiale, donc v est égal à, sa vitesse est égale à 0, alors l'énergie cinétique à ce point-là est égale à 0. Donc la variation de l'énergie cinétique est égale à 1 demi mv carré à l'état final. Directement, on calcule la vitesse qui est égale à la racine carrée. Donc c'est la racine carrée de delta EC fois 2 sur la masse. Donc c'est la racine carrée de mgh sur m, c'est 2mgh sur m, c'est 2gh. Alors la vitesse finale est égale à 14 mètres. L'exercice 3. Un solide est supposé ponctuel de masse m, donc ce corps-là, et de déposer à l'extrémité supérieure, donc au point haut, supérieur de la ligne de plus grande pointe, c'est l'hypoténuse, au x d'un plan incliné d'angle alpha. Donc cet angle d'inclinaison de ce plan-là, c'est alpha, sans vitesse initiale, donc la vitesse à l'état initial est égale à 0. On note L, la distance de point O au point A. Donc OA est égal à L. Cette distance-là, suivant X, est égale à OA. Et G, l'intensité de champ de pesanteur, on donne M est égal à 100 grammes, donc la masse de ce solide-là. L'angle d'inclinaison alpha 30 degrés. La distance OA est égale à L est égale à 1 mètre. Et G, la pesanteur, c'est 9,8 mètres par seconde carré. Question 1. Calcule l'intensité de la force de réaction N, force appliquée par le support, par ce plan-là incliné sur le solide. Donc c'est la réaction, donc c'est la normale à ce plan-là. Que subit le solide de la part du plan incliné en négligeant les frottements. C'est-à-dire que les frottements sont négligeables, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de force tangentielle appliquée sur le solide et qui tend à freiner le mouvement de ce solide-là sur le plan. Déterminer l'accélération de mobile à l'instant T lorsque les frottements sont négligeables. Calcule le temps T que met S pour partant de A, plutôt partant de O, atteint A. Donc partant de O, atteint A au bas du plan incliné. Donc c'est de O vers A. On déduire la vitesse d'un mobile au point A. On calcule la vitesse en utilisant le théorème de l'énergie cinétique. Calcule l'accélération en cas d'existence de frottement. On déduire la condition sur les frottements, le coefficient de frottement pour que le solide se mette en mouvement. En utilisant le théorème de l'énergie cinétique, recalcule la condition sur le coefficient de frottement pour que le solide se mette en mouvement. Question 1. On calcule l'intensité de la réaction N que subit le solide de plan incliné, en négligeant les frottements. Donc il y a deux forces qui sont appliquées sur, si on fait le bilan des forces, il y a deux forces qui sont appliquées sur ce solide-là S. Il y a la force appliquée par le support,
c'est une normale, puisque les forces sont négligeables, de frottement sont négligeables, et il y a son poids, donc P et N. Donc on a de force N plus P est égal à la masse fois l'accélération, à partir de principe fondamental de la dynamique appliquée sur ce solide-là. Si on remplace P, c'est mg, donc N plus mg est égal à ma. Si on veut calculer N, on doit faire la projection sur cette droite. Donc cette droite qui porte N. C'est la droite portée par EX, qui est la normale à EX. Donc si on fait la projection, donc on a N dirigé dans le sens positif et P fois cosinus alpha qui est dirigé dans le sens inverse. Donc on aura N moins P cosinus alpha. Donc N moins mg fois sinus alpha. Alors que l'accélération, elle est normale à cette droite. Donc est égale à 0. Donc si on fait la projection de A sur EY qui est normale à EX, puisque l'accélération est portée par EX, donc sa projection c'est 0. Donc N moins mg cosinus alpha est égal à 0. Donc N est égal à mg fois cosinus alpha. Si on fait l'application numérique, en remplaçant m et g et alpha, donc on aura 0,85 newton. Question 2. Détermine l'accélération de mobile à l'instant t lorsque les frottements de glissement sont négligeables. Si on fait la projection sur UX, donc la projection de cette équation-là sur UX, donc N est la normale à UX, donc sa projection c'est 0. Si on fait la projection de P, c'est mg fois sinus alpha, on a le cosinus de cet angle qui est créé entre P et EX, c'est P sur 2 moins alpha. Donc cosinus P sur 2 moins alpha, donc c'est sinus alpha. Donc mg sinus alpha, et il est dirigé dans le sens positif de EX. Donc c'est mg sinus alpha est égal à ma. Donc l'accélération est portée par EX. Donc sa projection c'est A. Alors A est égal à G fois sinus alpha, donc l'accélération est égale à 4,9 mètres par seconde carré. Question 3. Calcule le temps t que met le corps S partant de O, atteint le point pour atteindre le point A. Donc on a l'accélération qui est constante, donc le mouvement de solide S est un élément d'un mouvement rectiligne uniformément accéléré, qui est égal à G fois sinus alpha, qui est égal à la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc si on intègre, la dérivée est égale à G sinus alpha dt entre le point O et le point A, et un point quelconque entre O et A. Après on va remplacer par les caractéristiques de A. Donc entre 0, c'est au point O, jusqu'à un point quelconque t. Donc c'est V est égal à G sinus alpha, puisqu'ils sont constantes, on va les faire sortir de l'intégrale, donc c'est dt. Donc on aura G sinus alpha porté par t. Et on sait de même que la vitesse est égale à la dérivée de x par rapport à t, égale à cette quantité G sinus t. On va de même intégrer. Donc dx est égal à G sinus alpha t. On va faire celui-là, donc dx c'est G sinus alpha t fois dt. On intègre de même entre O et un point quelconque entre O et A. Donc entre 0 et t, de t' dt', donc c'est 1 demi G sinus alpha t au carré. Alors on aura t égale la racine carrée de 2 fois x sur G sinus alpha. Au point A, la caractéristique du point A, c'est que x est égal à cette distance O
A qui est égal à L. On aura TA est égal à 2 fois L sur G sinus alpha. Donc TA est égal à 0,64 secondes. Question 4. Induire la vitesse de mobile au point A. Donc, la vitesse, c'est à partir de cette équation de, on a G sinus alpha t. Au point A, on a t est égal à 0,64, on remplace directement. Donc V est égal à G sinus alpha fois TA égal à 3,14 mètres par seconde. Recalculer la vitesse en utilisant le théorème de l'énergie cinétique. Donc la variation de l'énergie cinétique entre le point O et A est égale à travail créé par les forces appliquées sur le solide S. Donc 1/2 mv carré A, donc l'énergie cinétique au point A, moins l'énergie cinétique au point O, est égal à la somme des travaux effectués par les forces appliquées sur le solide. Donc R fois OA, scalaire OA, plus P OA. Donc la force de la réaction c'est NOA. Donc cette force-là, c'est la réaction appliquée par le support, puisque les forces de frottement sont négligeables, R est égal à N. Donc c'est le produit scalaire de NOA plus POA. Donc on a cette force-là, elle est perpendiculaire à OA, donc le produit scalaire c'est 0. Ce produit-là scalaire est égal à 0. Donc le subproduit scalaire qu'on a c'est POA. Donc P scalaire OA, donc c'est la mg fois OA fois le cosinus dans l'angle entre les deux, c'est cosinus pi sur 2 moins alpha, donc c'est le sinus alpha. Donc si on fait l'application numérique, avant, donc VA directement on peut faire là, puisque la vitesse au départ point O est égal à 0, donc 1/2 mva au carré est égal à mg sinus alpha. Donc on va simplifier par la masse, on aura VA est égal à la racine carrée de 2 fois GL sinus alpha. Donc on aura VA est égal à 3,14 mètres par seconde. Sixième question. Calculer l'accélération en cas d'existence de frottement, déduire la condition sur le coefficient de frottement pour que le solide se mette en mouvement. Donc la relation qu'il est entre le coefficient de frottement et la normale, c'est là. Donc c'est que la force T de frottement est égale à un coefficient F de frottement fois la force normale appliquée par le support. Donc c'est le point clé de cette question-là. Donc si on fait le bilan de force, appliquons donc il y a trois forces qui sont appliquées. T qui est de frottement, qui tend à freiner ce solide-là lors de son mouvement de O jusqu'à A. Il y a la force normale appliquée par le support et son poids. Donc si on applique le principe fondamental de la dynamique, on aura N plus P plus T est égal à la masse fois l'accélération. Donc N plus mg plus T est égal à ma. Si on remplace, donc à partir de la projection sur EY, qui est la droite portant N, donc c'est la même chose que la question 1, N moins mg cosinus alpha, puisque la projection de l'accélération est égale à 0, donc est égale à 0, alors N est égal à mg cosinus alpha, c'est le même résultat de la question 1. Si on projette sur EX, donc EX elle porte l'accélération, porte la force tangentielle, et de même une partie de poids. Donc c'est mg fois sinus alpha. Alors que la réaction de support est égale à
sa projection est égale à 0 sur EX. Donc c'est 0 plus mj sinus alpha moins t. Moins t, puisqu'il est de sens opposé à EX, est égal à ma qui est dans le sens positif de EX. Donc c'est 0 plus mj sinus alpha moins fn. On remplace t, c'est f fois n est égal à ma. Puisque t est égal à le coefficient f de frottement fois n. Alors l'accélération est égale à j fois sinus alpha. À partir de cette équation-là, a est égal à mg sinus alpha moins f et n, si on remplace n, c'est mg sinus cosinus alpha. Donc mg cosinus alpha sur m, simplifié par m. Donc on aura a égal à j sinus alpha moins fg cosinus alpha. Donc c'est g facteur de sinus alpha moins f cosinus alpha. L'accélération est égale à d de v sur d de t. Donc on va calculer la vitesse. C'est d de v est égal à a fois dt égale g sinus alpha moins f cosinus alpha fois dt. Donc si on intègre entre O et un point quelconque, entre O et A, on aura j sinus alpha moins f cosinus alpha entre 0 et t, dt prime. Donc c'est j sinus alpha moins f cosinus alpha t. Donc pour que le solide se mette en mouvement, donc pour qu'il se déplace de O vers A, on doit avoir une vitesse qui est positive. C'est-à-dire que cette quantité-là doit être positive. Donc on doit avoir sinus alpha moins f cosinus alpha positive. C'est-à-dire que f sinus alpha doit être supérieur à f cosinus alpha, c'est-à-dire que f est inférieur à sinus sur cosinus, c'est-à-dire que f doit être inférieur à tangente alpha. Donc on doit avoir un coefficient de frottement qui est inférieur à 0,577. Question 7. En utilisant le théorème de l'énergie cinétique, c'est-à-dire la variation de l'énergie cinétique entre le point O et le point A, recalcule la condition sur le coefficient de frottement pour que le solide se mette en mouvement. Donc on va calculer la variation de l'énergie cinétique entre le point O et le point A. Donc on a la variation de l'énergie cinétique est égale au travail effectué par les trois forces appliquées sur le solide. Donc on a 1 demi mva au carré, l'énergie cinétique au point A moins l'énergie cinétique au point O, est égal au travail de la réaction N, normal N, la normale peut-être N, scalaire OA, plus C2 poids fois scalaire OA, plus la force de frottement T, scalaire OA. Donc, puisqu'on a la vitesse au point O égale à 0, donc cette quantité-là est nulle, donc on aura seulement 1 demi mva au carré. La réaction N de ce port scalaire OA est égal à 0. Le produit scalaire de P OA, c'est mgl fois cosinus de P sur 2 moins alpha, donc c'est sinus alpha. C'est là, il est de sens opposé à OA, donc c'est moins T TL entre A et O et A, c'est L. Donc c'est FNL, donc qui est égal à mgl sinus alpha moins F, on remplace N. C'est mg cosinus alpha moins FL mg cosinus alpha. Donc on aura VA est égal à, on simplifie par la masse. Donc et de même, si on factorise par G et L, donc G est facteur de sinus alpha moins F cosinus alpha, donc on aura VA est égal à la racine carrée de 2 fois GL, facteur de sinus moins cosinus alpha. Donc de même, pour que ce solide là se mette en mouvement, on doit avoir la vitesse qui est positive,
c'est-à-dire que cette quantité-là doit être positive, c'est-à-dire que sin alpha moins f cosinus alpha doit être positif, c'est-à-dire que f, c'est la même chose, doit être inférieur à la tangente de alpha. Et voilà. Merci pour votre